l'impression qu'on a eue à un moment donné avec les lois, et on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est 2007 le moment clé en France. Je n'ai pas tout détaillé là parce que c'est effectivement, c'est pour tout le monde que l'interdiction s'est appliquée de façon différente, avec des réactions différentes suivant que ce soit dans sa famille, avec des fois les enfants qui vous font des petites remarques sur le tabac, ou que ce soit en milieu de travail, où les pauses cigarettes étaient plus ou moins gérées à l'intérieur du milieu de travail, et pas toujours collectivement, c'est-à-dire de façon plutôt où les gens s'organisaient entre eux, donc il n'y avait pas une vraie discussion autour de ce sujet. Bref, cette loi s'est appliquée de façon assez brutale, et en même temps, pour ce qui est de la situation psychiatrique, je vais vous dire la phrase de la circulaire de l'époque. La législation prévoit cependant un possible aménagement transitoire et exceptionnel, ça va vous rappeler quelque chose, au regard des pathologies donc psychiatriques prises en charge. L'application de l'interdiction de fumer pourra être progressive pour certains patients si la mise en œuvre d'un sevrage tabagique rapide présente des difficultés médicales majeures. Et c'est sur cette ambiguïté-là qu'on est parti en psychiatrie, en fait, en 2007, parce que cette loi n'avait pas été suffisamment préparée. Alors, le choix dans l'application de la loi, c'était pas de mettre les fumeurs en difficulté, ça a été une conséquence. C'était pas le choix. Le choix, c'était de s'intéresser au tabagisme passif et à l'exposition à la fumée de tabac des non-fumeurs. C'est une loi de protection des non-fumeurs. C'est comme ça que ça a été conçu quand on reprend les textes de l'époque, essentiellement, avec l'idée qu'on ne peut pas imposer un sevrage à quelqu'un qui fume, mais qu'on peut protéger donc le non-fumeur, ce qui fait qu'on a donc aménagé la législation. Et ce qui posait le problème ensuite, de s'intéresser donc au tabagisme des patients. Alors, hop, ça y est, qu'est-ce que je fais là? J'ai fait une bêtise. Hop, non. Suivant, on va en faire comme ça, mais pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ouais, merci. Alors, ça c'est un petit schéma, c'est pour vous repérer dans l'organisation, si vous voulez mettre en place quelque chose, quels sont les différents facteurs qu'il faut prendre en considération. Alors au milieu, j'ai mis les personnels, les soignants. Personnel, ça veut dire personnel de tout ordre qui travaillent dans un hôpital, les soignants bien entendu, et les administratifs qui sont partie prenante évidemment du problème. Et puis j'ai fait ça comme ça, les usagers, leurs familles, parce que ça me paraît important d'envisager cette question. Bon, la société, on vient de voir les problèmes de législation, c'est plus complexe, mais ça fait partie d'un. Et puis évidemment les enjeux de santé, on rappelait tout à l'heure les dégâts du tabac. Donc c'est un peu tous ces facteurs-là qu'il faut prendre en considération et qu'on va essayer d'aborder. Alors les usagers et leurs familles. Arrêter de fumer, ce que disait Nathalie tout à l'heure, c'est que la question n'est pas posée aux patients. C'est-à-dire, ce qu'on disait tout à l'heure, on protège les gens du tabagisme passif, mais on ne pose pas la question d'arrêter de fumer. Or, dans les hôpitaux, pour les patients, quand on pose la question, les gens vous répondent qu'ils veulent arrêter, et en psychiatrie, quand on pose la question, ils veulent aussi arrêter. Il suffit de poser la question. Et en addictologie, je vous confirme que dans un centre méthadone comme à Bagneux, les gens nous demandent d'arrêter de fumer. Il suffit de leur donner la possibilité d'exprimer ces choses, cette demande. Donc la demande existe. Et deuxième chose, il faut être convaincu que le sevrage est possible. Et que l'arrêt est possible. Un des points importants, et je vais répéter des choses qui ont déjà été dites tout à l'heure, et Mélina l'a très bien rappelé, c'est la difficulté pour les patients et pour les soignants de repérer les phénomènes de craving. C'est probablement un des points sur lesquels il faut faire des formations très précises, craving de tabac, d'envie de tabac. Et évidemment, ce mythe qui existe non seulement par rapport à l'anxiété, mais aussi même par rapport à la symptomatologie psychiatrique, plus largement, que quand on fume, on améliore la symptomatologie psychiatrique qui est repérée. Donc, quand on s'intéresse dans je ne sais pas si vous avez des comités d'usagers, les CRUC ou des choses comme ça, les familles se plaignent du tabac à l'intérieur de l'hôpital. C'est-à-dire que quand on va au CRUC et quand on laisse s'exprimer les familles, elles nous parlent des inconvénients de laisser fumer, les laisser sans traitement les patients à l'intérieur de l'hôpital. Donc il y a une pression aussi des familles possibles qu'on peut tout à fait reprendre. Bon.
Et puis, ils se plaignent d'autres choses, et ça c'est souvent moins verbalisé, c'est comment le tabac sert de monnaie d'échange à l'intérieur des services, voire de chantage pour sortir, pour ne pas sortir, les cigarettes minutées, la difficulté de faire correspondre, alors ça là, je deviens vraiment très très addictologue, le moment où l'envie de tabac est importante et où il faudrait donner du tabac à ce moment-là, parce que tant qu'à faire, autant donner du tabac au moment où les gens en ont besoin et pas simplement quand le soignant est disponible, si on veut essayer de limiter le manque et les périodes de manque qui réactivent évidemment et aggravent la dépendance tabagique. Donc c'est comme ça qu'il faudrait le concevoir, ça c'est l'addictologue qui parle. Et puis la question du tabac cannabis, on ne va pas l'aborder là maintenant, mais c'est probablement une question importante dans beaucoup d'hôpitaux psychiatriques. Les soignants et le tabac. Les soignants en psychiatrie fument plus que les soignants dans les hôpitaux généraux. C'est une donnée qu'on repère assez facilement. Dans les IFSI, enfin, quand on a un IFSI dans un hôpital psychiatrique, il est très compliqué de faire une formation à l'intérieur de l'IFSI sur le tabac, parce que la quasi-totalité des étudiants fument. Bon. Et évidemment, on vous reçoit avec un sourire de convenance, quoi. Il y a une sous-estimation des conséquences, et ça on le voit bien quand on fait les cours, hein, une espèce de dissonance cognitive donc, qui existe à ce moment-là, avec l'idée quand même que fumer avec, parce que c'est fumer avec, est thérapeutique. C'est fumer avec le patient, mais fumer pour soi en même temps, hein, bien entendu. Et à partir de là, tous ces facteurs donc montrent que la difficulté à faire respecter quelque chose qui est la loi, tout bêtement, hein, qui devrait s'appliquer, qui est l'interdit de fumer tel que la loi l'a prévu. Avec cette exception, on vous renvoie évidemment, puisque c'est des pathologies tellement graves, on peut les laisser fumer. La formation n'est pas au rendez-vous, j'en parlais à l'instant dans les IFSI, mais c'est globalement l'ensemble de l'hôpital, en tous les cas en psychiatrie, qui n'est pas formé sur ce domaine-là, et c'était une des grosses lacunes de la loi de 2007, c'est le peu de formation. On s'est intéressé surtout à protéger, mais pas tellement à former à la tabacologie. Ça m'énerve, à chaque fois je suis mauvais dans ce machin. Oups, voilà. Alors, faire face aux difficultés, comment on s'y prend? D'abord, essayer d'amener une culture de la réduction de la consommation de tabac, c'est déjà commencer à gérer les consommations, montrer que ce n'est pas inéluctable, apprendre à repérer les moments de manque, de craving, je le disais tout à l'heure. Construire des règles cohérentes à l'intérieur des services, ça c'est le deuxième problème, et cohérentes entre les services, quand les patients passent d'un service à un autre aussi, parce que c'est très variable, c'est très service dépendant. La cigarette n'est donc pas un outil de gestion clinique de l'ennui ou une récompense, ça c'est l'autre phénomène qu'on repère assez facilement, et il faut qu'il y ait un repérage médical suffisant, et deuxième chose, en psychiatrie, des posologies, mais Nathalie l'a rappelé tout à l'heure, de substituts nicotiniques beaucoup plus élevés que celles qu'on donne d'habitude, parce que les besoins sont plus importants. Donc là-dessus, ça fait partie d'une des questions qu'il faut bien avoir en tête quand on travaille en psychiatrie. Voire même, alors là, nous c'est ce qu'on fait dans le centre, c'est qu'on met les substituts nicotiniques en libre service. Parce que finalement, quand on regarde bien tout ça, on a essayé sur différentes, je n'ai pas de publication pour vous le prouver, mais il y a quand même quelques papiers qui vont dans cette direction-là maintenant. Le mieux, c'est que c'est le patient lui-même qui apprend à titrer, à doser sa substitution nicotinique à la demande, avec l'aide ou non d'un soignant, mais c'est quand même ça la meilleure façon de faire. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, il n'y a plus les phénomènes de récompense, de machin, de trucs. Ils arrivent à utiliser les traitements beaucoup mieux. Les gommes, bien entendu, qui peuvent remplacer la cigarette, hein, c'est équivalent en termes de nicotine, et ça permet déjà d'améliorer sensiblement l'adhésion au traitement. Ah, à chaque fois j'appuie sur le mauvais machin, bon, et moi, décidément, j'ai pas de bol là-dessus, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y avait peu de préparation, c'est vrai que la mesure d'interdiction, il est probablement impossible de revenir en arrière maintenant. Donc ça c'est clair, on ne reviendra pas en 2015 sur cette interdiction de 2008. Donc il faut
et c'est le plaidoyer que je voudrais faire aujourd'hui, essayer de gérer beaucoup mieux tous ces problèmes. Alors un des problèmes qui est mis en avant, sur lequel j'ai retrouvé une étude qui vient de sortir et qui est assez intéressante, c'est la problématique de la violence et de l'agressivité en milieu fermé, parce que c'est quand même une des données de la psychiatrie qui est compliquée à gérer. Et on vient de retrouver, enfin, vient de paraître, il y a quelques études anglo-saxonnes là-dessus, mais c'est très compliqué de passer d'un pays à l'autre quand on travaille sur le milieu fermé, parce que c'est pas les mêmes règles. Donc j'ai repris cette étude-là qui a été faite en France dans une USIP, une unité fermée. Donc c'est une étude rétrospective, donc vous voyez, on n'est pas encore dans des études prospectives, c'est 72 patients hospitalisés. Cette unité est assez pilote puisqu'elle a un protocole de prévention des risques et notamment de la violence, donc c'est pas n'importe quelle USIP, hein, donc c'est déjà des gens qui étaient intéressés à ces problèmes-là, qui utilisent une échelle, je vous ai mentionné, c'est une échelle de violence à l'intérieur d'un service, et qui est entraîné à faire de la prévention des passages à l'acte, hein, avec analyse chaque matin des situations dangereuses dans le service. Donc c'est quand même des gens bien entraînés. Et je dis ça parce que c'est intéressant par rapport aux résultats. Il compare un groupe de patients fumeurs en sevrage strict, c'est-à-dire arrêt du tabac, on applique la loi, on donne des substituts nicotiniques à dose suffisante dans l'étude, et un groupe témoin non-fumeurs, et ils apparient les deux. Eh bien, ils se rendent compte à ce moment-là que le risque de violence ne diffère pas de façon significative entre les deux groupes. Ça vient bien montrer quelque chose, c'est que si on traite correctement la dépendance tabagique, avec des doses suffisantes de substituts nicotiniques, on n'a pas ces événements-là. Donc ça vient tordre le cou, dans des conditions bien particulières, à ce mythe de la violence qu'il y a. Donc l'étude vient de sortir dans l'encéphale. Merci. Et alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des éléments de discussion dans cette étude, je ne vais pas vous la développer complètement, mais le fait que ce soit une USIP, et non pas une UIP, là, une USIP soit un service fermé, décourage probablement la négociation pour obtenir une sortie pour fumer, parce que c'était là aussi, quand on est en service fermé, il n'y a pas de sortie, hein. Donc c'est la première chose, effectivement. Et donc du coup, il n'y a pas cette demande que certains patients font dans des services, dans d'autres services, de pouvoir sortir en permission, etc., puisqu'il n'y a pas de permission donnée. Se pose le problème de ceux qui refusent les substituts nicotiniques. Moi, c'est en lisant l'article, je me suis dit, mais après tout, si c'est un droit de fumer, c'est pas interdit, comment on fait dans ce cas-là? Et comment on organise? C'est une question. Il y a effectivement ce protocole qu'on a. Et puis l'autre point qui est intéressant aussi dans le papier, c'est le fait qu'ils notent qu'ils utilisent des antipsychotiques atypiques qui agissent quand même sur l'envie de fumer aussi, qui ont un petit effet sur l'envie de fumer. Bon, voilà les quatre limites, les quatre points que j'avais repérés dans cette étude, vous la lirez. La conclusion, à mon avis, elle est importante. Alors, l'autre point, et c'est valable pour tous, c'est ce milieu fermé, c'est aussi, et c'est toujours ce qu'il faut prendre en considération quand on analyse une vie institutionnelle, c'est l'existence ou non d'un certain nombre d'ateliers divers, socio-esthétique, éducation à la maladie, exercice physique, et d'un atelier arrêt du tabac, parce qu'il faut aussi fournir aux patients et des informations correctes. Donc ça vient compléter ce type de démarche. Alors, j'arrive à comment dirais-je, à ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc, Paul Guiraud, c'est un gros hôpital psychiatrique. On vient de mettre en place une consultation de tabacologie identifiée comme telle, de façon à faire une aide médicalisée. Et de façon à traiter le tabagisme psychiatrique à côté du trouble psychiatrique, et que ce soit vraiment identifié comme un tabagisme en psychiatrie, et que ce soit bien identifié comme tel, quel que soit le trouble psychiatrique par ailleurs. Et ça, la position que j'ai prise, moi, dans l'hôpital, c'est de dire, nous, on sait faire le traitement du tabac psychiatrique, et puis les collègues continuent à s'occuper
du trouble psychiatrique. Et la décentration, le fait d'être à l'extérieur permet aussi d'amener une autre vision, une autre relation avec le patient et de construire cette alliance thérapeutique qu'il va falloir bâtir autour de l'arrêt du tabac. Donc c'est un support pour les collègues. Ça, c'est le premier intérêt, à mon avis, d'une consultation de ce type-là. Le deuxième intérêt de cette consultation, c'est aussi face aux échecs, face aux rechutes et tout ça, les situations sont mal identifiées. On a l'impression que rien ne marche. En vérité, si on a une consultation, qu'on repère mieux, qu'on observe un peu mieux les situations particulières, à partir de là, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui marchent. Et ce n'est pas une vision globale qui décourage souvent les équipes, mais il y a des choses qui marchent et du coup, on a de meilleurs résultats et on espère créer comme ça à l'intérieur de l'hôpital un effet d'entraînement. Bien entendu, la loi prévoit de ne pas se soigner, j'avais remis ça à ce moment-là. L'autre chose qu'on n'a pas abordée, bon, c'est tout le problème maintenant des questions de réduction des risques, d'utilisation de la e-cigarette, qui va peut-être faire l'objet aussi de questions tout à l'heure. Et puis, la possibilité dans ce type de consultation-là, pour les patients qui peuvent sortir des services, de venir sans rendez-vous, et pas forcément accompagnés d'un infirmier, à la consultation de tabacologie pour leur propre démarche. Alors, ça c'est l'aspect pour les patients. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, on a, nous, un comité anti-tabac qu'on avait appelé CLOPT, parce qu'on ne voulait pas qu'il s'appelle anti-tabac. Bon, c'est un petit... Je ne vous traduis pas, mais en fait, c'était ça un peu l'idée, c'était que ce ne soit pas anti-tabac, mais que ça gère les problèmes de tabac à l'intérieur, notamment du personnel, avec les représentants de la médecine du travail, des syndicats et des différentes catégories, et qui est censé au moins une fois par an faire une journée sur le tabac, ce qu'on fait, et puis donner des informations au personnel. Se pose le problème, et on l'a mentionné tout à l'heure, de l'organisation du lieu ad hoc pour les soignants qui sont pas soignés, qui n'arrivent pas à arrêter leur consommation. Comment on fait? Où on fume? Est-ce que c'est devant l'entrée du service pour que la fumée rentre bien à l'intérieur et donne envie à tout le monde de fumer? Ou est-ce que c'est bien de fumer quand on a une blouse blanche? Il y a plein de questions, je ne vous les liste pas, mais vous pouvez les imaginer vous-même, mais c'est des choses qui viennent dans une discussion quand on commence à réfléchir un peu là-dessus. Il y a plein de choses en fait à travailler, parce que là c'est la dictologue qui parle, tous ces cues, excusez-moi, sont des facteurs de déclenchement d'envie, bien entendu. Je ne le dis pas simplement, ce n'est pas que de l'humour que je dis ça, c'est que ça déclenche. Et donc il faut les identifier. Et c'est notre travail d'amener les équipes à repérer tous ces événements qui déclenchent les envies. Et ce qui met d'ailleurs en échec les traitements qu'on peut proposer. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de cette idée de consultation. Puis l'idée, c'était aussi qu'on en discute ensemble. Voilà. La parole peut circuler. Oui, j'ai les chiffres sur la question. Je vais donner les chiffres qu'il a posé des questions. Le temps que le micro Oui, moi j'avais une question, une réflexion, un questionnement par rapport à la vapoteuse, la cigarette électronique, enfin la e-cigarette, enfin quel que soit le nom dont on l'appelle. La plupart des règlements intérieurs, par souci de simplification et d'uniformité, l'ont assimilée au tabac et l'ont interdite. Il y a des publications des auteurs qui soulignent l'apparente innocuité, en tout cas nocivité très très faible de la cigarette, enfin de la fumée, et donc qui ferait tomber la justification, notamment par rapport à la loi Evin, qui était une loi qui protégeait effectivement du tabagisme passif. Et d'autre part, ce qui est aussi mis en avant, c'est que la nécessité, le temps de vapotage nécessaire pour atteindre une concentration égale à une cigarette, il est à peu près de 30 minutes pour 5 minutes pour une cigarette. Ça, c'était
Ça, c'était les auteurs qui prétendaient ça. Alors, la question, c'est est-ce que ça pourrait être une alternative? Je vous vois hocher la tête négativement, mais est-ce que la cigarette électronique pourrait être une alternative, un substitut acceptable, par exemple, pour les services de psychiatrie et notamment pour les secteurs fermés, avec les problèmes architecturaux que l'on connaît? Alors, je vais répondre à votre question, mais permettez-moi de revenir à votre question tout à l'heure sur le coût. J'ai sorti, c'est le rapport COP dont vous avez parlé, qui a été publié début septembre. Et en attendant, je vous sors les chiffres, parce que c'est ça, pourquoi on est là, de quoi on parle. Alors, le coût des drogues, c'est 22 milliards en 2010, 22 milliards d'euros. En France? En France, en 2010, c'est 33% de déficit budgétaire. De la France, qui est 65 milliards. Alors, si vous voulez le coût par substance, le coût social en 2010 de l'alcool, 120 413 000 euros. Le coût social du tabac, 120 56 000 euros. Et le coût des drogues illicites, seulement 8 685 000. Donc, vous voyez, c'est la masse qui compte. Il y a 78 000 décès dus au tabac, 49 000 décès par an en 2010 à l'alcool et seulement 1605 000 décès liés aux drogues illicites, et en sachant qu'une vie estimée par les économies, c'est 115 000 euros perdus. Donc si on met tout ensemble, le coût externe, comme les vies perdues, comme la perte de qualité de vie, perte de production, ou les coûts pour les finances publiques, par exemple, le tabac, ça coûte en 2010 25 887 000 euros, et le coût des soins des drogues illicites seulement 1 400 000. Donc c'est la masse qui fait les coûts, et puis la perte de vie. Donc pour répondre à votre question, vous trouvez le rapport COP partout. Alors pour la cigarette électronique, alors ça c'est un très grand débat, parce que ça pourrait très bien. C'est-à-dire, effectivement, si on pourrait remplacer la cigarette combustible conventionnelle par les cigarettes électroniques, ce serait bien, à condition qu'on sache où on va. Parce que il y a énormément de débats, parce qu'on ne sait pas grand-chose. Bien entendu, quand on ne sait pas grand-chose, on discute. Et alors, tout le monde donne son avis. Quand on a des faits, c'est plus difficile. Alors, en termes de sevrage, aide à l'arrêt, on a 2 études critiquables, les 2 sont négatives. C'est-à-dire sevrage tabagique par cigarette électronique. C'est vrai que les cigarettes électroniques utilisées dans ces études, une de Nouvelle-Zélande, l'autre d'Italie, c'est des cigarettes première, deuxième génération que les gens commencent à plus utiliser, surtout la première génération en forme de cigarette. C'est fini. Donc on n'a pas donné avec les cigarettes récentes le tank qui chauffe bien, parce que ça chauffe, chauffer c'est important. Et donc pour revenir à la toxicité, effectivement il n'y a pas de combustion, surtout avec les premières, deuxième génération, vous ne brûlez pas, sauf que vous chauffez. Et on ne sait rien si en chauffant, parce que la cigarette électronique est archi simple, c'est une solution alcoolique de nicotine qu'on chauffe. Il n'y a pas grand-chose d'électronique. Vous avez une résistance comme dans une bouilloire. Vous chauffez le liquide alcoolique. C'est de l'alcool parce que la nicotine ne peut pas être dissoute dans l'eau. Donc ce n'est pas de la vapeur qu'on fabrique. On fabrique un aérosol alcoolique. Et les gens inhalent. Alors on ne sait pas s'ils inhalent ou ça reste ici ou ça descend dans les poumons. En tout cas, c'est une question importante. En tout cas, il n'y a pas de monoxyde de carbone parce qu'il n'y a pas de flamme.
Donc effectivement, il est concevable que c'est moins toxique, globalement. Concevable que ça donne moins de cancer. Mais il faut voir, il faut avoir du recul. On ne peut pas dire que peut-être, mais on ne peut pas proposer à des masses. On a 1,5 million d'utilisateurs quotidiens. C'est énorme. Donc, est-ce que l'inhaler l'aérosol est bien pour moi? Parce que ça contient de la nicotine quand même. Ça contient pas mal de nicotine, on peut mesurer. Est-ce que c'est bon pour les bébés? C'est pour ça qu'ils ont interdit en lieu public. Donc, est-ce que c'est bon dans un service fermé où pas tout le monde fume? Parce que ceux qui ne fument pas vont inhaler la nicotine avec l'alcool qui est le propylène glycol, un excipient à effet notoire qui est un alcool comme l'éthanol. Sauf que la concentration est plus faible, évidemment, ça compte. Mais sinon, c'est un alcool que ça donne à forte dose d'ébriété. À forte dose, bien sûr, pas à la dose. Alors, qu'est-ce que ça donne si on utilise 300 fois par jour pendant 20 ans? Qu'est-ce que ça donne si on utilise 300 fois par jour parce que c'est 150 ou 300 biberons par jour? Qu'est-ce que ça donne en termes de tolérance, c'est-à-dire tolérance organes, foie, cœur? Est-ce que c'est bon pour quelqu'un qui a une insuffisance coronaire, qui a eu un infarctus, de donner de la nicotine à bonne biodisponibilité? En fait, la cigarette électronique s'est très rapprochée à la cigarette classique en termes de nicotinémie. Vous avez une concentration plasmatique très élevée avec les nouvelles cigarettes électroniques qui dépassent souvent la concentration nicotinique qu'on voit avec la cigarette. Pour vous donner un chiffre, 20 nanogrammes ml, la concentration plasmatique de nicotine après une cigarette au bout de 5 minutes. Et avec les 4e générations, on arrive à 30, 35, 40 nanogrammes ml de nicotine. Donc, est-ce que c'est bon pour l'arrêter? On ne sait pas. Est-ce que c'est bon pour la tolérance? On ne sait pas. Théoriquement, ça peut être bien à condition que, par exemple, un post-infarctus ne donne pas un nouvel infarctus. On ne sait pas. Ce n'est pas seulement les jeunes hommes informatisés, computérisés, 25 ans, qui comptent, qui n'ont pas de maladie liée au tabac, mais aussi ceux qui ont prévention secondaire. Donc, il y a beaucoup trop de questions pour pouvoir répondre. C'est ça le problème, alors on donne des avis. Et c'est plutôt la spéculation, parce qu'on a peu de données. Deux observations. D'abord, en ce qui concerne les consultations à l'hôpital psychiatrique, je trouve qu'il y a une autre stratégie qui est possible, c'est de pouvoir avoir des ateliers thérapeutiques dans les pavillons d'hospitalisation à la demande des collègues et avec des infirmiers des structures mêmes. Donc, ce sont les structures d'addictologie qui, finalement, passent dans divers lieux d'hospitalisation, services, etc., à la demande des patients, en présence des collègues. Et comme ça, il y a une culture, petit à petit, qui arrive à s'organiser autour de la réduction des consommations de tabac. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas être trop prudent, je crois, avec la cigarette électronique. On peut aussi... Elle n'est pas du tout bannie des hôpitaux psychiatriques. On demande à ce que l'usage soit identique à celle de la cigarette manufacturée. Par contre, ce qu'on fait dans le service, c'est que c'est nous qui assurons les substituts nicotiniques, puisqu'on ne sait vraiment pas ce qui est... quelle est la quantité de nicotine dans les petits flacons. Donc on demande aux patients d'avoir des flacons avec 0 nicotine et c'est nous qui nous chargeons des substituts nicotiniques et de petit à petit en baisser les posologies. Oui. Merci aussi beaucoup, M. Touzeau, pour cette présentation. Je voulais savoir quelle était votre expérience sur les patients qui étaient vraiment en épisode de décompensation aiguë par rapport à ceux qui ont
à la fois le ressenti évidemment des équipes et le ressenti des patients. Je peux pas répondre là. On verra ça dans 2 ans. Je vous donnerai les D'accord. résultats. Oh, ok. Non, parce que c'est vrai que on démarre dans cette histoire. Alors, ce que je veux dire aussi, pourquoi on a fait une consultation de tabacologie, c'est qu'elle est ouverte autant aux patients qu'aux soignants, et que le traitement pour les soignants est gratuit, et que la mise à disposition des substituts pour les soignants est gratuite. Et moi, j'ai beaucoup insisté auprès de la direction pour que tout le monde ait le même accès aux soins et qu'on pose le problème de façon non pas hiérarchique, mais de façon transversale. Je ne l'ai peut-être pas dit, parce que j'étais un peu vite à un moment donné dans la présentation, mais pour moi, c'était fondamental. Et on peut des fois soigner aussi bien l'infirmier qui accompagne le patient ou la secrétaire du directeur, et tout le monde est mélangé dans la même salle d'attente. Parce que ça crée une communauté à l'intérieur qui n'est plus une communauté anti-tabac, mais une communauté d'entraide autour de la prise en charge. Et puis, les bénéfices qu'on pourrait obtenir là-dessus, c'est une autre chose auquel moi je crois beaucoup, c'est que les patients aient une gestion autonome dans le cadre pas seulement de la nicotine, mais des autres médicaments dans le cadre d'une éducation thérapeutique conçue un peu différemment que Et ça aide aussi les infirmiers à se positionner différemment, voire même certains collègues à prendre conscience des fois du côté un peu obligatoire des traitements qu'on met en place. Et la négociation se fait mieux de cette façon-là. L'étape suivante était ensuite de pouvoir associer les familles et l'entourage à ce travail, bien entendu. C'est pour ça que le pôle identifié de consultation, alors je l'ai appelé consultation, mais on pourrait peut-être trouver un autre nom, moi me paraît important dans une institution. Et ce n'est pas une ELSA, ce n'est pas des spécialistes d'addictologie qui vont aider un collègue par rapport à une histoire complexe. C'est pas le même problème. C'est pour ça qu'on mélange je crois qu'il ne faut pas faire l'équation. Là, le problème est beaucoup plus complexe avec des interactions différentes et on ne vient pas apporter un soutien diagnostique sur un problème compliqué. On est dans une collectivité sur laquelle il faut probablement essayer de mesurer tous ces facteurs et construire un lieu qui nous permette de le faire. Je crois qu'on va... Ah oui, dernière intervention là. Est-ce que vous proposez aussi des aides psychothérapeutiques, psychocorporelles, orochilothérapie, NADA, hypnose, ce genre de choses? Moi, je pense beaucoup à ça. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure, les ateliers, notamment dans les services fermés, c'est psychothérapeutique, mais ça peut être aussi un des éléments importants, c'est le socio-esthétique. Le tabac, ça bousille la peau, ça abîme vraiment toute une offre de ce domaine-là. Chez des patients qui sont chroniciséés, peut les aider à prendre conscience reprendre leur corps en route. C'est vraiment ça, c'est des éléments très importants, bien sûr. Bon, je crois qu'on remercie toute l'attention, puis en plus, voilà. Allez, dans 2 ans.